Rebonjour à toutes et tous. Alors, on va commencer cette conférence sur la propriété immobilière qui aurait pu s'intituler autrement. On aurait pu dire que faire des multipropriétaires également. C'est une autre formulation de question. Donc, je me présente. Moi, je suis François Piquemal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne et membre de la commission des affaires économiques dans laquelle on traite de la question du logement. Je voudrais remercier Éléonore, Mélanie, Julien et Pierre qui sont à mes côtés, que je vais vous présenter un peu plus longuement. Ils le feront eux-mêmes également tout à l'heure, de leur présence pour nous éclairer sur la question de la concentration de la propriété immobilière et que faire avec ça. Alors, je vais peut-être commencer par une question. Combien y a-t-il de propriétaires dans cette tente? Levez la main. Pourquoi c'est hué contre les propriétaires, les petits propriétaires qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent? Et je rappelle qu'en France, il y a 57% de ménages qui sont considérés comme propriétaires, qui sont des propriétaires. Alors c'est intéressant, là je faisais un peu le test pour voir si la proportion correspondait. Ça semblait assez correspondre, hein, je pense, de visu comme ça. Après, il faut voir si l'emprunt a été remboursé complètement. Ah, qui a remboursé son crédit? Il y a moins de mains qui se lèvent là. Il y a moins de mains qui se lèvent. Alors, je vais pas aller, même si j'y ai pensé, je vais pas aller jusqu'à prendre des méthodes d'espionnage d'Allemagne de l'Est des années 70 pour rentrer dans la question de qui est propriétaire de quoi, mais on voit que on a dans notre pays, on a eu un discours depuis des décennies de volonté d'accession à la petite propriété sur lesquelles on est tous concernés parce que ça fait partie des étapes, on va dire, d'un cheminement classique, d'une vie personnelle. On doit faire, si possible, avoir son bac, faire des études, se marier, avoir les clés de sa maison pour devenir propriétaire, etc., etc. Ça fait partie un petit peu on va dire, du cheminement qui nous est mis comme exemple de la part des intelligentsias, on va dire, politiques et parfois intellectuelles ou publicitaires. Pour autant, être propriétaire revêt une réalité qui est très multiple. On va utiliser le mot propriétaire comme on utilise quelque part le mot de patron. C'est-à-dire il peut y avoir un petit patron et des grands patrons, de la même manière qu'il peut y avoir des petits propriétaires comme des multipropriétaires. D'abord, l'immense majorité des gens qui sont propriétaires, ce sont des propriétaires occupants qui n'ont pas d'autre logement que celui où ils vivent. Et ensuite, on entre dans celles et ceux qui vont avoir plusieurs logements. Ainsi, on considère que 2 tiers des ménages qui sont propriétaires ne sont propriétaires que d'un logement, le leur, où ils vivent. Ensuite, on considère qu'il y a 1 tiers des propriétaires qui sont eux des multipropriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 2 logements. Et dans ce 1 tiers, il y a des réalités très différentes. Ceux qui possèdent 2 logements, c'est 12,8% de ces propriétaires. 3 à 4 logements, 7,7%. 5 à 9 logements, 2,9%. 10 à 19 logements, 0,5%. Et plus de 20 logements, 0,1%. Alors, quand même, je pose la question, est-ce qu'on a là quelqu'un qui fait partie des 0,1%, ce qui serait pas mal aux amphis comme spécimen à montrer à tout le monde? Qui a plus de 20 logements dans cette tente? Bon, personne, il n'osera pas le dire. Je ne balancerai pas non plus. En fait, l'INSEE indique que dès le 3e logement possédé, la propriété immobilière des particuliers a essentiellement un usage locatif. Et c'est comme cela qu'on arrive au chiffre qui a été donné et assez popularisé du fait qu'il y ait 3,5% des ménages qui détiennent 50% de l'ensemble des biens en location. Donc c'est un chiffre qui est révélateur puisque 3,5% de ces ménages, ça représente à peu près 1 million de personnes. Dans un pays de 67 millions de personnes, on voit qu'il y a là une concentration
de la propriété qui est mise en location qui nous interpelle. C'est ce que la journaliste Isabelle Leray-Lefebvre, qu'on a eu la chance d'avoir l'année dernière aux Amphis, appelle les serial propriétaires, les propriétaires en série, et avec tout un tas de questions que ça pose et auxquelles les différents intervenants vont répondre. Déjà, la propriété de ces logements est transmise aux héritiers. Elle ne circule pas, elle demeure donc entre les mêmes mains et elle va être animée par les mêmes intérêts. En plus, elle met le capitalisme en contradiction parce qu'il y a l'injonction à devenir petit propriétaire, mais en même temps, il y a la concentration de la propriété dans les mains de quelques-uns. Donc, comment on fait avec ça, sachant qu'il y a une aspiration des Françaises et des Français, d'après les études d'opinion, à devenir petit propriétaire. C'est quelque chose qui est souvent désiré. Dès lors, que faire ? Parce que, on peut avoir un débat sur qu'est-ce que c'est la propriété, est-ce que c'est bien la propriété, mais constitutionnellement, la propriété est garantie. La propriété est garantie, mais pas la multipropriété qui n'est pas mentionnée dans la Constitution. Alors, pour répondre à cette question et savoir quelle nouvelle forme de propriété ou de mode d'habiter, pas que la propriété, mais la location ou autre, on pourrait mettre en œuvre à l'avenir, et comment mieux répartir les biens d'habitation et immobilier, je vais laisser intervenir nos 4 intervenants. D'abord, Éléonore Schmitt, ici, qui est chargée de mobilisation à la Fondation pour le logement et qui va nous parler du mal logement en France et des liens entre pénurie, spéculation et exclusion, pour expliquer comment la structure de la propriété influence les possibilités d'accès au logement avec la recherche du profit immobilier. Rien que ça. Bon, on croit en toi, Éléonore, pour nous expliquer ça de manière synthétique pendant 15 minutes, mais on te fait pleinement confiance. Ensuite, j'ai à ma gauche Mélanie Plouvier, maîtresse de conférence à l'Université de Nice-Côte d'Azur, qui va nous parler des mécanismes de la multipropriété et du lien entre le logement et l'héritage, vecteur principal de reproduction des inégalités des logements, ou en les transformant en location, en les transformant en location touristique, qui change radicalement nos villes. Et ça, tu vas nous l'expliquer aussi, Julien, la manière dont ça bouleverse totalement nos villes. Toi, tu es chercheur à l'école d'urbanisme de Paris. Et enfin, Pierre, tu vas nous expliquer la question des nouvelles formes de propriété et comment on peut essayer de dépasser un peu les difficultés actuelles et raisonner en droit d'usage plutôt qu'en propriété, justement. Voilà, j'ai planté le décor. Je ne vais pas être plus long puisque on a la chance d'avoir 4 personnes spécialistes du sujet. Elles auront un quart d'heure chacun pour développer. Et ensuite, on essaiera d'avoir des échanges avec vous si vous avez des interrogations ou des remarques sur la question. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la parole à Éléonore. Merci beaucoup. Bon, j'espère remplir quand même un petit peu vos attentes du coup après cette introduction qui met la barre haute. Nous, c'est vrai qu'à la Fondation pour le logement, pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués au nouveau nom, c'est le nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre. Donc la Fondation pour le logement, on réfléchit évidemment beaucoup sur la question de la propriété immobilière. Et quand on en parle, quand on y réfléchit, on l'aborde toujours évidemment avec comme fil directeur le droit au logement. Puisque le droit au logement, c'est également un droit à valeur constitutionnelle, tout autant que le droit à la propriété. Et donc ce droit-là, il implique nécessairement une redistribution des richesses et une redistribution des pouvoirs. Et donc là, notamment, nous, ce qu'on remet en question, c'est la toute-puissance aussi de la propriété. Quand je parle de droit au logement, le droit au logement digne, autonome, durable, évidemment, selon nous, c'est la clé de voûte de toutes les politiques. Comme vous le savez, le droit au logement, c'est un droit qui permet de satisfaire justement d'autres droits, comme le droit de travailler, le droit à la famille, le droit également de s'éduquer. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que, notamment depuis ces 8 dernières années, le droit au logement, il est complètement bafoué. Quelques chiffres un petit peu pour faire état du mal logement dans notre pays. On a actuellement 350 000 personnes sans domicile, c'était le chiffre de 2024. On a 7 000 personnes qui tous les soirs, au moins, appellent le 115 et n'ont pas de solution. Donc après, à ces chiffres-là s'ajoutent aussi ceux qui n'arrivent pas à avoir le 115 ou ceux qui ne font pas la démarche. Donc vous voyez que le chiffre augmente bien. Et parmi ces 7 000 personnes qui chaque soir n'ont pas de solution et dorment à la rue, il y a notamment 2 000 enfants.
On a également 24 800 expulsions locatives qui se sont déroulées en 2024, donc on est là sur une année absolument record. Ça a plus que doublé depuis 10 ans, et notamment en raison des politiques qui ont été réalisées ces dernières années, notamment la loi Kasbarian-Berger, dont vous avez, je le sais déjà, bien entendu parler. Pour continuer un petit peu dans cette liste du mal logement, il y a également le sujet des ménages qui sont reconnus donc prioritaires et urgents au sens de la loi DALO, dont certains attendent par exemple depuis 18 ans le droit à un logement social. Petite parenthèse sur le sujet, notamment la Fondation pour le logement porte actuellement 2 recours contre l'État pour non-assistance à personnes mal logées, parce que justement c'est un scandale absolu le fait qu'aujourd'hui l'État ne respecte même pas et n'applique même pas ses propres lois. Et enfin, on le sait, il y a un accès au logement, donc que ce soit un accès via la location notamment, ou via la propriété, qui est de plus en plus difficile dans notre pays. Notamment, vous l'avez vu passer, hein, on a un taux de pauvreté inédit qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans. Et à côté de ça, on a des prix qui ne cessent d'augmenter. Donc évidemment, il y a de plus en plus de ménages qui n'arrivent pas à accéder à un logement. Ce constat, il est donc alarmant, et ce qui est alarmant également, c'est l'inaction du gouvernement, qui est une action qui est véritablement criminelle, d'autant plus qu'en parallèle, on a des richesses qui sont extrêmement mal réparties. On a un capital immobilier également qui est extrêmement mal réparti. Ça a été dit, hein, il y a 3,5% des ménages qui détiennent 50% du parc locatif privé. On a un tiers des propriétaires qui possèdent 2 logements ou plus, et donc on a 10 millions de multipropriétaires dans notre pays. La propriété, on pourrait dire donc que c'est une des causes du mal logement. Plus exactement, c'est la répartition hyper inégale de la propriété, mais également les abus du droit à la propriété qui sont des causes du mal logement. Et ça, c'est d'autant plus vrai donc dans un contexte, comme on le connaît, de spéculation immobilière et d'instabilité également économique et financière. Selon nous, à la Fondation pour le logement, il faut un petit peu dépasser le projet et l'idée de la France de propriétaires qui était notamment portée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président. Et nous, notamment, un petit peu les arguments qu'on a contre cette France de propriétaires, c'est déjà premièrement que c'est risqué, notamment dans un monde où on a des emplois qui sont très précaires, où il y a des suppressions d'entreprises qui se font de plus en plus. Donc quand on n'est pas sûr de garder son travail, c'est risqué d'investir et c'est difficile de se projeter. On sait également qu'en parallèle, on a également de plus en plus de reconfiguration familiale, et donc ça peut être risqué de vouloir investir dans un bien immobilier. Aussi, cette France de propriétaires, elle pose également des questions en matière écologique, puisque si les ménages les ménages à bas revenus n'auraient pas d'autre choix, par exemple, que de s'installer en lointaine périphérie, ce qui veut dire un étalement urbain, ce qui peut vouloir dire artificialisation des sols, et ce qui veut aussi dire plus de voitures pour se déplacer, et donc une augmentation aussi de la pollution notamment. Donc on a un petit peu ces sujets-là qui se posent et qui, donc pour nous, font qu'il faut effectivement repenser en tout cas cette question de la propriété. Pour entrer un peu dans le vif du sujet et présenter un petit peu les points que je souhaitais aborder avec vous, on pourrait résumer le problème donc, de la propriété immobilière un petit peu en disant que à l'heure actuelle, il y a donc une contraction du parc privé dans les mains de quelques-uns, donc à la fois les fonds d'investissement dont je vais un petit peu parler, mais aussi les particuliers et donc les multipropriétaires dont on a déjà bien parlé. Cette contraction du parc privé, notamment, elle organise donc la pénurie du logement avec des logements qui vont être laissés vacants pour les faire fructifier et les faire en sorte qu'ils soient plus chers derrière. Et cette question-là, ça va également avoir des conséquences sur les locataires directement, puisque donc, on le sait, les multipropriétaires sont souvent des bailleurs, et c'est des locataires, donc des personnes qui vont être directement fragilisées, qui vont voir leur protection fragilisée, leurs droits fragilisés, et donc ça, je reviendrai également dessus. Et donc le tout, évidemment, abonde la crise du logement qu'on connaît actuellement. Donc pour parler un petit peu de cette déjà de la question, on va dire un petit peu
de la financiarisation de l'immobilier. Aujourd'hui, on a un phénomène mondial donc, de financiarisation qui augmente, notamment un petit peu le cas le plus connu, c'est celui des bureaux vides. Notamment, il y a un très bon livre qui est sorti récemment sur le sujet. Et donc, ce que notamment ce livre-là nous apprend, c'est qu'il y a 5,6 millions de bureaux vides en Île-de-France. Pour imaginer un petit peu ce que ça représente, c'est 1,5 fois la Défense. Et si on veut regarder un petit peu en termes de superficie, j'ai fait le calcul, c'est 155 fois la superficie de Valence. Donc vous imaginez un petit peu du coup la quantité de bureaux vides que cela représente. Effectivement. Ce capitalisme immobilier, il s'incarne également par des sociétés immobilières qui vont détenir des logements pour les faire fructifier. Notamment, c'est pas mal le cas en Europe. Il y a une mobilisation qui a eu lieu il y a 2 ans à Bruxelles, si je ne me trompe pas, avec énormément de personnes, une grande mobilisation populaire contre ces fonds-là, contre les fonds vautours. Il y a également des mobilisations qui s'organisent en Espagne, qui est particulièrement touchée par ce phénomène-là. Et c'est également le cas en Allemagne. Je voulais vous donner un petit peu l'exemple d'une grande campagne et une grande mobilisation qui a eu lieu du coup en 2021 à Berlin pour la socialisation de 240 000 logements. Donc les personnes s'appuyaient sur une disposition qui existe dans la loi fondamentale allemande, donc c'est via l'article 15. Et en fait, le constat un petit peu de cette mobilisation, pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée, c'est parce que il y avait le constat que depuis les années 2010, les salaires, ils augmentaient à peine, mais par contre, les loyers, ils ont doublé à Berlin. Berlin, qui est composé de 80% de locataires. Et donc, finalement, c'est les sociétés immobilières qui vont être pointées du doigt comme justement les responsables de cette crise-là, parce que les loyers augmentent et que également ces sociétés immobilières, on voit qu'elles imposaient des pratiques abusives aux locataires. Et donc, c'est une grande mobilisation qui s'est menée notamment à travers un référendum pour cette socialisation. Donc maintenant, une fois dit cela, donc on a un capitalisme immobilier qui, vous l'aurez compris, est de plus en plus vorace. Et en parallèle de cette spéculation immobilière, on a également un droit à la propriété qui n'est pas, en tout cas, très mal régulé aujourd'hui. Et donc moi, je voulais un petit peu parler des conséquences, notamment que cela a sur les locataires à travers 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple de l'encadrement des loyers. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est malheureusement seulement expérimental et qui d'ailleurs touche à sa fin en novembre 2026, mais un dispositif qui est mis en application dans 70 communes et qui permet en fait de limiter la hausse des prix. Face à cet encadrement des loyers, donc concrètement, vous avez donc un loyer médian qui est fixé par le préfet, également un loyer médian majoré, et normalement, le propriétaire ne peut pas mettre en location son logement au-dessus du loyer médian majoré. Vous vous en douterez, même si c'est illégal, il y a bon nombre de propriétaires qui le font. Par exemple, donc nous, avec la Fondation, chaque année, on sort un baromètre de l'encadrement des loyers. Je me permets de vous diffuser quelques chiffres en exclusivité, parce que normalement, ça sort le 4 septembre, mais la vidéo sortira après. Pour donner un exemple, donc à Plaine Commune, donc Plaine Commune, c'est en Île-de-France. Dedans, il y a comme ville, par exemple, la ville d'Aubervilliers. À Plaine Commune, il y a 59% des annonces locatives qui sont au-dessus du loyer médian majoré. C'est les plus mauvais élèves, mais quand même, ça se remarque. Et c'est 32% en moyenne, donc on voit quand même que c'est un chiffre qui est déjà particulièrement haut. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des offres qui sont mises sur des plateformes de location, mais également via des agences immobilières, qui sont tout simplement illégales. Vous vous en doutez bien, face à ça, les propriétaires, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ils le mettent en location même s'ils savent que c'est illégal, même s'ils savent qu'ils sont tenus justement d'appliquer cet encadrement des loyers. Et souvent, ce qui arrive, c'est heureusement pas la majorité des cas, mais par exemple, il y a des locataires qui connaissent un petit peu leurs droits, qui sont notamment accompagnés souvent par des associations, comme par exemple Locataires Ensemble, qui a un stand justement là-bas, ou également Bail, par exemple, à Lyon et Plaine Commune, justement. Du coup, des locataires qui vont venir défendre leurs droits et qui vont, pour certains, se prendre ce qu'on appelle un congé représailles, c'est-à-dire qu'en fait, si le propriétaire considère que la demande de révision de son loyer est un peu abusive de la part de son locataire, il y en a certains qui vont aller faire ce qu'on appelle un congé-vente pour finalement mettre le locataire dehors et prétendre souvent à tort en plus qu'ils vont aller mettre en vente leur logement plutôt que de justement accepter de réviser leur prix et de se conformer tout simplement à la loi. Avec l'encadrement des loyers, les propriétaires, ils ont également ce qu'on appelle un complément de loyer qui leur sert à contourner aussi un petit peu ce dispositif, puisque du coup,
il y a donc le loyer médian majoré, mais on peut également mettre en place un complément de loyer pour contourner légalement, techniquement, la loi. Et donc aujourd'hui, on voit que notamment là-dessus, il y a aussi des compléments de loyer abusifs, 200 € par exemple, alors que la seule vue qu'on a, c'est une vue sur un petit immeuble peut-être en face de soi et qu'il n'y a aucune raison qui justifie justement de mettre un complément de loyer. Enfin, il y a plein de raisons comme ça. Et au final, qui est-ce qui en paye toujours le prix ? Évidemment, c'est les locataires. Et les locataires, du coup, qui, pour certains, ne connaissent pas leurs droits, mais même quand ils connaissent leurs droits, comme vous l'aurez compris, font face à des représailles de la part de leurs bailleurs. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu un premier exemple justement sur le manque de régulation de la propriété qu'il y a, puisque même quand il y a une régulation qui existe via la loi, il y a toujours des contournements parce que les sanctions ne sont pas assez importantes et parce que la loi n'est pas encore assez bien faite, mais on espère qu'il y aura une amélioration qui pourra être mise en place et que l'encadrement des loyers pourra également être pérennisé et étendu à toutes les villes tendues qui le souhaitent. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est la question de l'habitat indigne. Parce que là aussi, c'est un exemple justement du droit de propriété qui est mal régulé. Notamment, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, ça a été très médiatisé. Il y a eu le procès de la rue d'Aubagne qui a eu donc son délibéré qui a été rendu au mois de juillet. Et donc cette décision de justice qui a été rendue, elle permet enfin de reconnaître qu'il y a des bailleurs qui étaient coupables, qui ont été coupables non, pardon, j'ai perdu mes mots, mais du coup, pour refaire le résumé aussi, donc la rue d'Aubagne, il y a donc 2 immeubles qui se sont effondrés et qui ont causé la mort de 8 personnes. Et donc justement, il y a des bailleurs qui ont été reconnus comme responsables justement de la mort de ces personnes-là, parce que c'était des personnes qui étaient notamment en situation de vulnérabilité, parce qu'effectivement, c'était des marchands de sommeil, ces bailleurs-là. Et donc ça permet enfin là, de reconnaître qu'il y a une chaîne de responsabilité et que les bailleurs ont également justement des comptes à rendre finalement. Et donc là-dessus, c'est une avancée. Mais maintenant, il va falloir aussi que le droit suive un petit peu mieux et qu'on puisse justement mieux réguler le droit à la propriété, et notamment, j'y reviendrai un petit peu après dans les débouchés. Nous, ce qu'on propose, et notamment ce qui est également porté par les collectifs qui se sont battus à Marseille, c'est la question de la police du logement, ou la question également d'avoir un permis, on va dire, un permis de louer. Donc ça, c'était un petit peu les 2 exemples, et ce qu'on peut souvent aussi s'imaginer, c'est que évidemment, du coup, quand on est locataire, ça peut être parfois un peu difficile justement de faire valoir ses droits. Et donc je voulais un petit peu parler aussi de la lutte, d'une lutte qui est menée donc par une association qui est située dans les quartiers populaires à Bayonne, qui s'appelle ALDA, que je vous invite je vous invite à vous renseigner dessus, parce que par exemple ALDA s'est battue pour arriver à mettre en place l'encadrement des loyers au niveau du Pays Basque, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que la plupart du temps, l'encadrement des loyers est mis en place dans des villes qui sont quand même plutôt à gauche, ce qui n'est pas forcément le cas de la communauté d'agglomération du Pays Basque en l'occurrence, mais ils se sont battus justement pour avoir cet encadrement des loyers-là qui a été mis en place du coup là depuis janvier 2025 même. Et du coup, ils se battent également maintenant aux côtés des locataires pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits et récupérer les sommes que leurs bailleurs leur doivent. Ils se battent également notamment contre les fonds vautours dont j'ai pu parler précédemment, donc notamment dans un endroit comme le Pays Basque, où vous le savez, il y a énormément de meublés touristiques, il y a Airbnb y est très implanté, et donc voilà, ça c'est des luttes qui fonctionnent, et donc je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce que ces luttes là, elles sont quand même très difficiles à mener, ces luttes de locataires, et donc c'est important aussi de pouvoir un peu donner de la force à celles et ceux qui les mènent. Et donc pour aller un petit peu vers la conclusion aussi de mon propos, donc ce qui est important de retenir, c'est évidemment que être bailleur, ça ne donne pas tous les droits, être propriétaire, ça ne donne pas tous les droits, et notamment pour donner aussi un petit exemple, c'est que ça a beaucoup tourné en plus cet été, mais il y a aussi le fait que par exemple les squatteurs, eux aussi ils ont des droits, et donc malgré la criminalisation, et notamment avec la loi Kasbarian-Berger là encore, et les squatteurs ont également des droits, puisqu'en fait la propriété vacante, c'est un abus de propriété, et donc c'est important aussi de rappeler justement là encore que les bailleurs n'ont pas tous les droits, et qu'il faut mieux réguler aussi la propriété. Pour conclure donc un peu mon intervention, je vous propose donc quelques pistes de réflexion, donc à la fois pour mieux encadrer la propriété, mais aussi donc permettre un droit au logement qui soit effectif.
La première proposition, c'est évidemment un rééquilibrage des rapports locatifs, donc notamment via donc, l'encadrement des loyers dont j'ai pu parler avec nous, une campagne avec la Fondation qu'on va mener dès le mois de septembre et que je vous invite à suivre. Notamment, ce qu'on peut faire, c'est également taxer les compléments de loyer dont je vous parlais précédemment, et donc mettre en place aussi ce qu'on appelle une police du logement. Une police du logement, notamment, l'idée, c'est d'inverser la charge de la preuve pour que ce ne soit plus donc, au locataire de faire toutes les démarches et de justifier tout un tas de choses, mais en fait tout simplement au propriétaire de justifier qu'il peut louer son bien, au propriétaire de justifier que son logement il est digne, du coup que ce ne soit pas justement un marchand de sommeil, mais également du coup qu'on puisse vérifier la conformité par rapport à l'encadrement des loyers à travers cette police du logement qui reste donc à inventer plus précisément et surtout à mettre en place. Il y a également des choses qui peuvent être mises en place sur la prévention des expulsions, sur le contrôle des congés-ventes, sur la lutte évidemment contre les marchands de sommeil. Le deuxième point, c'est également la facilitation des réquisitions au niveau des villes. Donc ça, c'est notamment un enjeu avec les municipales qui arrivent, puisque les maires peuvent se saisir du pouvoir de police qu'ils disposent pour mener des arrêtés de réquisition. C'est quelque chose qui est malheureusement trop peu fait. Mais par exemple, ça a été le cas à Grenoble grâce à la mobilisation des associations de locataires et la mobilisation notamment des collectifs aussi d'enfants à la rue, parce que Grenoble est extrêmement touché. Il y a des réquisitions qui ont pu être mises en place, et ça devrait être davantage le cas quand on sait justement qu'il y a 350 000 personnes sans domicile dans ce pays. Et enfin, la troisième piste que je vous propose, c'est ce que nous, à la Fondation, on porte comme étant une révolution fiscale de l'immobilier. Donc là-dessus, il y a plein de mesures dont on pourrait parler, comme l'imposition de servitude, par exemple, pour imposer du logement social, le fait de développer la socialisation progressive des sols, la redistribution de la rente foncière en taxant plus les plus-values foncières, l'augmentation des droits de succession, ou également le fait d'instaurer une taxation croissante des terrains constructibles non bâtis. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'une fiscalité de l'immobilier qui serait efficace et juste permettrait également donc, de mieux redistribuer les richesses et donc de répondre en partie au moins à cette crise du logement. Et en plus de ça, je crois qu'en ce moment, on cherche quelques milliards d'euros, donc ça fait également quelques idées pour le débat public. Je vais laisser les autres intervenants développer plus, notamment sur la question de l'héritage, qui est centrale, la question également des meublés touristiques, et bien d'autres sujets. Mais pour terminer, en tout cas pour nous, cette question de la propriété, elle est absolument centrale puisque c'est l'une des causes, comme je le disais, du mal logement. Mais on a évidemment besoin aussi d'une politique globale du logement, à la fois pour répondre à la crise actuelle, mais aussi pour penser l'avenir ensemble. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette présentation et ce cadrage. En tout cas, moi, je suis content déjà d'entendre que les propositions de la Fondation pour le logement, sont celles qu'on retrouve aussi dans le programme qui est le nôtre et dans nos mesures programmatiques municipales. Mais je vais passer la parole à Mélanie. Alors, Mélanie, on s'est déjà rencontrés pour le coup, parce que tu travailles sur la question de l'héritage. Et justement, on avait commencé avec mon équipe à réfléchir à une proposition de loi sur la multipropriété et à partir de combien de logements c'est acceptable. Voilà. À partir de combien de logements, en gros, on prend tout. C'était ça un peu notre question. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça parce que forcément, il y a plein de dispositifs. Mais c'est une question qui nous traverse et sur laquelle on réfléchit encore avec notamment Antoine Salpapou également. Et quand on s'est rencontrés, nous on avait dit oui, à partir de 5 logements, on prendrait bien le reste. Et toi, tu nous avais dit ouais, mais pourquoi 5, pourquoi pas 3 ? Et voilà, je te laisse répondre et expliquer. J'ai dit d'autres choses aussi, en particulier qu'il fallait pas simplement se concentrer sur le chiffre, mais aussi sur les montants. Mais voilà. Alors, je le précise au risque de vous décevoir toutes et tous, je ne suis absolument pas spécialiste du logement, je m'en excuse. Je suis, qui plus est, philosophe, et je suis spécialiste des théories sociales et politiques du 19e siècle, et j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur les pensées oubliées de l'héritage. Donc, mon point d'entrée dans la question du logement est celle de l'héritage, et non inversement. Alors, je voudrais revenir sur les huées du tout début de séance.
je pense qu'il y a... parce que ces huées, elles interrogent. Il y a la question de l'accès au logement. Il y a la question aussi, à l'intérieur de cette question de l'accès au logement, il y a la question de l'accès à un logement décent, digne. Mais il me semble qu'il y a autre chose qui, moi, se trouve un peu perturbée par les huées de tout à l'heure. Il y a également la question de l'accès à la souveraineté sur le logement dans lequel on vit. Or, dans nos sociétés contemporaines, et tout particulièrement, je crois, en France, la forme qu'a prise la possibilité même d'exercer une souveraineté sur le logement dans lequel on vit, oui, c'est la propriété. C'est la propriété de son logement. Et c'est ça, je crois, qui fait que il est compliqué de simplement huer parce que, en fait, derrière, en tout cas, il faut se demander ce que permet aujourd'hui la propriété privée de son seul logement. Ça permet des choses comme pouvoir y rester le temps que l'on souhaite, pouvoir l'aménager comme on en a besoin en changeant la configuration des pièces, pouvoir mettre du parquet plutôt que du je ne sais quoi, je suis nulle en travaux ou du lino. Mais donc, se joue dans cette question de la propriété, et je crois que c'est pour ça que les révolutionnaires en avaient fait un droit constitutionnel, se joue pas simplement le fait de pouvoir avoir accès à son logement, mais le fait de pouvoir exercer une souveraineté sur son logement. Attention, ne vous méprenez pas, je ne dis absolument pas que ça serait la seule modalité pour pouvoir exercer une souveraineté sur son logement. On pourrait découpler la propriété d'usage et la nue propriété, par exemple, pour y parvenir. Mais dans nos sociétés, dans la société française, la forme d'exercice de la souveraineté sur son logement, c'est d'abord la propriété individuelle. Or, le diagnostic a été posé par François et par Éléonore. Il est de plus en plus difficile, en France, d'accéder à la propriété de son logement. Difficulté qui s'incarne tout particulièrement dans la figure du primo-accédant. Et là, dans ce cas, le problème devient beaucoup plus important quand on met en face de cette difficulté d'accès à la propriété du logement ce que permet la propriété du logement dans notre société particulière, à savoir exercer la souveraineté sur le lieu dans lequel on vit. Alors j'apporterai quand même une précision. Il est en fait de plus en plus difficile d'accéder à la propriété de son logement sans aide familiale, c'est-à-dire sans avoir bénéficié de donations ou d'héritage. Et de ce point de vue, la situation ne cesse de s'aggraver, c'est-à-dire que le poids qu'exercent les donations et les héritages pour pouvoir accéder au logement se fait de plus en plus fort. Il y a une étude qu'on connaît tous qui a été menée par Pierre Madec et Xavier Timbaud, qui est publiée à l'INSEE et qui a été parue en 2018, qui montre vraiment le rôle pivot joué par les donations dans l'acte d'achat. Et ce rôle pivot ne cesse de s'accroître. Alors, cet accès conditionné à la propriété du logement par l'héritage familial dessine une configuration assez inédite, tout particulièrement à Paris, dans les grandes métropoles, où en fait, même ceux qui se trouvent en haut de l'échelle salariale ont des difficultés pour devenir propriétaires du lieu dans lequel ils vivent. Et ça interroge. C'est cela qu'on appelle une société d'héritiers, à savoir que les seuls salaires, la seule épargne, ne permettent plus à eux seuls, sans aide familiale, d'accéder à certaines propriétés, à certaines positions patrimoniales, en particulier la propriété du logement. Pour le dire en un mot, pour être propriétaire de son logement, mieux vaut hériter que travailler. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article du Monde qui est sorti sur la propriété et l'héritage il y a quelques semaines. Il y avait dans cet article la porte-parole des notaires du Grand Paris qui expliquait elle-même que finalement, aujourd'hui, 100% des personnes de moins de 35 ans qui accèdent à la propriété sont des héritiers. Donc vraiment, je pense que de ce point de vue, le diagnostic s'aggrave. Alors, j'ai parlé d'une configuration inédite. Je nuance tout de suite. En fait, non. Cette situation, et j'en viens à mes domaines de spécialité, cette situation en fait caractérisait déjà largement les sociétés occidentales d'avant la mise en place de l'État social. Et la France du 19e siècle, par exemple,
et ça nous interroge sur notre trajectoire, la France du 19e siècle, par exemple, était une société entièrement clivée par un grand partage entre, d'un côté, propriétaires, qui étaient des grands propriétaires, et non propriétaires. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Soit on était propriétaire et on était grandement propriétaire, multipropriétaire, propriétaire de grandes propriétés, soit on ne l'était pas. Et donc, il n'y avait pas, de ce point de vue, ces figures intermédiaires qui existent aujourd'hui, du petit propriétaire, de la classe moyenne patrimoniale, etc. Pour vous en donner un exemple, j'aime beaucoup cet exemple littéraire, pensez au Père Goriot. Cette société de grands propriétaires était une société entièrement régie par l'héritage, c'est-à-dire que les grands propriétaires étaient tous des héritiers et que pour les autres, il n'y avait aucune chance d'accès à la grande propriété. Et je ne sais pas si vous avez en tête le Père Goriot de Balzac, ce qu'on appelle le célèbre discours de Vautrin. Alors je suis très fière d'être peut-être la seule à avoir cité Balzac aux amphis. Vous me direz si vous en avez trouvé. Vous me dites si vous en trouvez d'autres. Donc... dans le Père Goriot, il y a le célèbre discours de Vautrin. Vautrin parle à Rastignac, jeune désargenté qui veut réussir à Paris, qui fait des études de droit et qui espère parvenir par ses études de droit. Ce que Vautrin dit à Rastignac, c'est « Vas-y, fais tes études de droit ». Et il a un diagnostic assez précis. Même en réussissant parfaitement tes études de droit, même en accédant aux plus hautes positions de carrière qu'ouvrent ces études de droit, tu ne seras jamais propriétaire comme tu pourrais l'être par un bon mariage. Et vu qu'il n'est pas lui-même héritier. Et donc, Vautrin conseille à Rastignac d'épouser une héritière, qui a pour défaut de ne pas être encore héritière. Donc, Vautrin propose de tuer le frère de l'héritière. Voilà. Mais c'est ça une société d'héritiers, une société dans laquelle même la voie du meurtre apparaît comme une voie plus facile que la voie du travail et de l'effort personnel. Alors, incontestablement, la situation a changé entre hier et aujourd'hui et la distribution du patrimoine est aujourd'hui moins inégalitaire qu'au XIXe siècle. Pour le dire en un mot, en un chiffre qui vient du Capital au XXIe siècle de Piketty, les 10% les plus riches au XIXe siècle détenaient 80 à 90% du patrimoine total. Ils possèdent aujourd'hui 62% du patrimoine total. Donc les inégalités se sont réduites. Mais derrière cette baisse, il y a des constantes. Aujourd'hui comme hier, la moitié la plus pauvre de la population détient moins de 5% du patrimoine. En d'autres termes, le plus grand nombre ne possède pas grand-chose et ne transmet presque rien. L'héritage médian aujourd'hui est à 70 000 €. Ça veut dire que la moitié de la population reçoit en héritage moins de 70 000 €. Pour le dire encore autrement, la moitié de la population française est constituée majoritairement de locataires dont le patrimoine se limite le plus souvent à quelques mois de salaire épargnés sur un compte bancaire et qui n'auront rien d'autre à transmettre à leurs enfants que ces quelques épargnes. Ce qui veut dire d'emblée que être propriétaire de son logement, du logement dans lequel on vit, c'est déjà une caractéristique qui concerne la moitié la plus élevée de la population. Alors ça, c'est une première constante. Pour la moitié la plus pauvre de la population, les choses n'ont pas franchement changé. Seconde constante, il faut, et ça j'en prends de plus en plus la mesure, il ne faut jamais réfléchir en prenant le patrimoine comme un bloc. En fait, il y a différents types de patrimoine. Et il faut différencier ces types de patrimoine. Parce que certains types de patrimoine ne sont détenus que par les classes les plus aisées. En d'autres termes, lorsqu'on distingue les différents types de capitaux qui composent le patrimoine, il apparaît que les inégalités de patrimoine n'ont en fait pas tant diminué que cela. Par exemple, si vous resserrez la focale sur ce qu'on appelle le patrimoine professionnel, le fait de détenir des parts d'entreprise, on atteint des taux comparables à ceux du XIXe siècle. Aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent presque 90% du patrimoine professionnel. Et concrètement, on ne va pas faire le test, mais qui ici détient des parts d'entreprise ? Voilà. Et vraiment, pour la majorité des Français, cette notion même de patrimoine professionnel est une notion abstraite parce que non vécue. Il en est de même pour la multipropriété ou la propriété générant des revenus locatifs.
Alors, la question qui m'a été posée et qui est posée, c'est que faire de la propriété immobilière. Voici ma proposition de philosophe, vous m'en voudrez pas, et issue de mes lectures du 19e siècle. Utiliser la mort pour changer la donne. Alors, entendez-moi, je ne conseille pas la voie du meurtre proposée par Vautrin. Mais plutôt utiliser l'héritage pour lutter contre la concentration patrimoniale, mieux utiliser la mort et le nécessaire transfert de propriété que cette mort engendre pour socialiser progressivement la propriété et tout particulièrement la multipropriété immobilière. Alors, je ne parle pas, je ne parle pas seule. J'ai de nombreux auteurs du 19e siècle qui m'accompagnent, que j'étudie depuis maintenant quelques années. C'est un trait absolument surprenant du 19e siècle, à savoir cet imaginaire social et politique qu'on a très largement oublié. Les auteurs dont je parle, ce ne sont pas des fous furieux. Je parle de Fichte, un des fondateurs de l'idéalisme allemand. Je parle des Saint-Simoniens. Alors certes, d'aucuns les traitaient de sectes socialistes à l'époque, mais ils ont des propositions tout à fait intéressantes. Je parle d'Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie scientifique en France. Donc vous voyez, je ne parle pas d'un univers absolument marqué par la radicalité. Ces auteurs, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent d'avoir une définition que je trouve absolument limpide de la propriété privée, de la propriété individuelle. Je citerai Durkheim qui nous dit la propriété individuelle, c'est la propriété qui commence et qui finit avec l'individu. Ça paraît un truisme, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce qu'une propriété individuelle qui serait limitée au temps de vie de l'individu impose de penser à un autre usage des biens pour après la mort. Et donc, la question, j'ai envie de la transformer en que faire de la propriété immobilière après la mort ? Ou encore, ne pourrait-on pas profiter de la bascule de la vie à la mort pour changer la donne ? Et il y a une chose de certaine, en ce bas monde, nous mourrons tous, même les riches. Alors, je n'ai pas le temps, mon temps est presque fini, je n'ai pas le temps donc de vous présenter la multiplicité des propositions qui sont formulées au XIXe siècle en la matière. Je voudrais juste très très rapidement vous présenter un personnage dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un théoricien socialiste italien qui s'appelle Eugenio Rignano. Eugenio Rignano est écrit à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, et il propose une mesure qui est assez intéressante. Il propose, donc on est dans des années où se met en place la fiscalité progressive sur les successions, c'est-à-dire le fait de faire augmenter le pourcentage selon le montant transmis. C'est notre système actuel. En France, ça a été mis en place en 1901, en Italie en 1902. Rignano propose d'ajouter un facteur de progressivité, à savoir le nombre de transferts antérieurs dont est issu ce patrimoine. En d'autres termes, il propose de taxer davantage la part du patrimoine que mes parents ont reçu d'un précédent héritage, de la taxer davantage que la part du patrimoine qui est issue de leur travail propre. Donc son idée, c'est vraiment de créer une différenciation selon que ce dont j'hérite vient du travail de mes parents ou a été hérité. Le mécanisme, vous le comprenez, permet de lutter contre la concentration de propriété, qui est une concentration qui ne se fait pas à l'échelle d'une génération. La concentration patrimoniale, et c'est vrai de la propriété immobilière tout particulièrement, la concentration patrimoniale est un phénomène intergénérationnel. C'est au fur et à mesure des générations que s'opère cette concentration. Et ce qu'on appelle le principe Rignano permet de lutter spécifiquement contre ces phénomènes de concentration au fil des générations. Alors Rignano fait mieux. Il nous permet déjà, c'est pas mal, de différencier entre la richesse présente et la richesse passée. C'est déjà un point qui me paraît extrêmement intéressant, mais il fait mieux. Il propose des taux très intéressants, qui feraient presque pâlir Mélenchon. Pardon.
il propose de taxer ce qu'il appelle les transferts de première génération, donc ceux issus du travail propre de mes parents, à un taux, les taux qu'on connaît, de l'époque qui était plus faible, mais on pourrait imaginer que c'est à peu près nos taux. Il propose un taux à 50% pour le patrimoine que les parents ont hérité de leurs propres parents, les patrimoines de seconde génération, et 100% pour le reste. En d'autres termes, en fait, c'est une nationalisation tout en douceur au fil des générations. Il propose encore mieux. Il propose que ce prélèvement ne soit pas un prélèvement en argent, mais un prélèvement en nature. Alors, c'est là que c'est très intéressant et que ça rejoint les réflexions en cours sur le fait de plafonner le nombre de propriétés qu'on pourrait transférer. Vous voyez bien la différence entre verser au fisc une part d'argent ou le fait que l'État devienne copropriétaire et la propriété. Prélèvement en nature ou prélèvement en argent. Ce que propose Rignano, c'est que le prélèvement, ça soit un prélèvement en nature. Or, la propriété va être différenciée selon le taux de prélèvement. En d'autres termes, il propose que, je dis pour l'instant l'État, puis je précise tout de suite ensuite, que l'État devienne copropriétaire aux côtés des héritiers, co-héritiers. En d'autres termes, qu'il ait des parts dans les propriétés individuelles transmises. Donc il est en train d'inventer un système où la propriété individuelle est respectée pendant le temps de vie, mais avec des formes de copropriété, avec une instance, on va dire, collective. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'il différencie, quatrième niveau génial de la proposition de Rignano, comme quoi le 19e siècle apparaît parfois comme poussiéreux, mais c'est peut-être nous qui le sommes. Il propose qu'il est bien conscient des difficultés d'un État bureaucratique qui aurait à gérer l'ensemble de ses propriétés. Et donc, il propose une formule de décentralisation en proposant, par exemple, que les terres aillent au département, que les biens immobiliers aillent aux communes, que l'argent et les actifs financiers aillent à une banque publique d'investissement, que, accrochez-vous, les entreprises aillent aux associations professionnelles de travailleurs. Et donc, on a comme ça une forme de décentralisation de cette copropriété avec instance publique. Et puis, dernier élément, je m'arrêterai là. Dernier élément, Rignano propose que les héritiers soient en mesure, est une forme de droit de préemption, alors je m'explique tout de suite, ou un droit de priorité pour décider lesquels des biens ils souhaitent conserver en pleine propriété, complètement. Et cette proposition, elle est très intéressante parce qu'elle pourrait permettre de répondre à cet argument oui, mais je suis attaché à tel bien, je suis attaché à la maison familiale, etc. Donc il y a une forme de préférence des héritiers qui pourraient continuer à s'exercer. Si par contre, imaginons une situation où il y a une maison de famille transmise, mais il y a aussi d'autres actifs transmis. Si l'héritier décide veut être propriétaire à part entière de la maison familiale, il devra racheter à l'État les parts. Sinon, ça ne marche pas. Et Rignano y voit un puissant mécanisme pour que les héritiers continuent de travailler. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup Mélanie pour ce descriptif, pour cette explication et la manière dont la rente d'héritage a un impact forcément sur l'accès à la propriété ou non. Il t'a cité Balzac, moi je pourrais citer un rappeur dont le nom commence par B qui disait on n'emporte pas son pourboire au corbillard. Et effectivement, il va falloir voir comment faire pour que les multipropriétaires n'emportent pas leur dizaine de logements au corbillard aussi. Mais avant ça, on va voir avec Julien, tu vas nous expliquer un petit peu les impacts que peut avoir la multipropriété, la concentration de la propriété immobilière dans les villes. Et je te laisse le micro pour nous faire cet exposé. Donc, merci, tout d'abord merci pour l'invitation.
Donc oui, en effet, je vais aborder cette question de la propriété sous un angle un peu plus spécifique, qui est celui des résidences secondaires. Donc c'est un angle plus spécifique, mais ça s'inscrit totalement dans la lignée des réflexions qui ont été évoquées jusqu'ici, notamment de l'héritage. Donc bon, je ne vais pas demander qui possède une résidence secondaire dans la salle, mais j'en pense pas moins. Donc cette question des résidences secondaires, c'est un des nombreux paramètres de la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui. C'est un paramètre de plus en plus visible et de plus en plus sensible. Donc ça a notamment été exacerbé pendant la crise du Covid, qui a mis en lumière des inégalités dans l'accès à l'habitat. On a vu des ménages aisés qui ont pu fuir les confinements et d'autres qu'on a parfois appelés les travailleurs essentiels, qui sont restés cantonnés aux grands centres métropolitains. Et donc cette période du Covid, elle a mis un effet de loupe sur cette question des résidences secondaires, alors qu'en réalité c'est un phénomène qui existe et qui augmente depuis maintenant très longtemps. Donc bien sûr les résidences secondaires c'est un facteur parmi d'autres des problématiques de logement qu'on connaît aujourd'hui. Et donc pour recontextualiser brièvement et sans paraphraser ce qui a été dit très bien juste avant, donc en France depuis les années 2000, on observe une très forte décorrélation entre les prix immobiliers qui ont très fortement augmenté et les revenus des ménages qui stagnent. Et donc cette hausse des prix immobiliers, elle a contribué à produire un enrichissement des ménages qui étaient déjà propriétaires et un décrochage des autres qui n'arrivent plus à accéder à la propriété et donc qui restent dans le parc locatif, qui devient lui-même totalement saturé, que ce soit le parc locatif social ou le parc privé. Et donc en bout de chaîne, ça génère des problématiques graves, que ce soit des problématiques de mal logement dont on a parlé ou de sans-abrisme. Et donc autrement dit, donc comme ça a été dit, aujourd'hui le travail ne suffit plus pour devenir propriétaire dans beaucoup de territoires. Et donc si on n'hérite pas ou si on n'est pas déjà propriétaire, c'est pas possible d'acheter des logements dans la plupart des métropoles et dans beaucoup de territoires touristiques. Et donc en revanche, ceux qui étaient déjà propriétaires, ils ont vu la valeur de leurs biens augmenter, ce qui leur permet potentiellement d'acheter d'autres biens. Et ce qui entraîne des dynamiques d'accumulation du patrimoine, notamment par l'acquisition de résidences secondaires. Et donc dans ce cas, on peut parler d'accumulation par dépossession, dans la mesure où ces acquisitions de résidences secondaires, elles se font au détriment de ceux qui n'arrivent pas à posséder un logement. Donc quelques mots sur l'évolution de ces résidences secondaires. Donc le parc de résidences secondaires, il a littéralement explosé ces dernières décennies. Donc on en comptait environ 200 000 dans les années 50 et aujourd'hui on a plus de 3,5 millions. Donc ça représente 10% du parc total de logements en France. Donc la résidence secondaire, c'est un objet assez vaste et difficile à définir. Donc on a toujours une bonne raison d'avoir une résidence secondaire. Ça peut être une maison de vacances, ça peut être un pied-à-terre professionnel, ça peut être un lieu de retrouvailles familiales et j'en passe. Mais dans tous les cas, une résidence secondaire, c'est un logement qui est occupé de manière intermittente et qui ne sert pas à loger les populations à l'année. Donc bien sûr, les résidences secondaires, on les retrouve majoritairement dans les territoires touristiques, mais aussi plus récemment dans les grandes villes, où elles augmentent particulièrement. Donc par exemple, à Paris, aujourd'hui, il y a plus de 140 000 résidences secondaires. Donc quand on connaît les problématiques de logement dans la ville de Paris, on imagine le poids de ce nombre. Donc si on considère qu'il y a environ 2 habitants par logement en France, on peut par exemple loger l'équivalent de la ville de Strasbourg ou de Montpellier dans la ville de Paris, dans ce parc des résidences secondaires. Donc bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc pour ce qui est des effets de ces résidences secondaires, il faut quand même signaler que localement, cette présence des résidences secondaires, elle peut produire des effets positifs dans certains territoires, et notamment dans certains territoires qui ont des marchés immobiliers détendus. Donc dans ces territoires, les résidences secondaires, elles peuvent générer des recettes fiscales, elles peuvent faire fonctionner l'économie locale, elles peuvent aussi entretenir un patrimoine vacant et donc se substituer à des logements vacants. Mais maintenant, dans les territoires en tension immobilière, le développement de résidences secondaires, il entraîne une concurrence dans l'accès au logement. Et une des premières conséquences de cette concurrence, c'est une très forte augmentation des prix. Donc dans certains territoires littoraux, comme le Pays Basque, la Corse ou la Normandie, les revenus des propriétaires ils sont plus de 2 fois supérieurs aux revenus des habitants locaux. Et donc ça permet à ces acquéreurs de surenchérir sur les prix, de les faire augmenter. Et en retour, cette augmentation des prix, elle va favoriser les acquisitions de logements en tant que résidence secondaire. Donc en gros, on observe des spirales de mise à l'écart des habitants permanents des marchés de l'immobilier dans les territoires que je viens d'évoquer. Et donc bien évidemment, ces dynamiques, elles génèrent des problématiques sociales. Donc on observe une précarisation des habitants locaux,
il y a beaucoup de locataires qui se voient mis à la porte de leur logement pour que celui-ci devienne une résidence secondaire ou un Airbnb, ce qui est illégal. Et on voit aussi un nombre croissant de travailleurs qui doivent s'éloigner des bassins d'emploi et qui ne peuvent plus se loger. Donc en territoire touristique, on parle souvent de la question du logement des travailleurs saisonniers, à juste titre, mais il n'y a pas seulement les travailleurs saisonniers, il y a aussi tout un nombre d'habitants à l'année, des aides à la personne, des employés administratifs, du personnel médical, des enseignants, qui aujourd'hui n'arrivent plus à se loger. Et donc on arrive à des situations paradoxales où aujourd'hui les habitants sont contraints d'aller vivre au camping, c'est chiffré, il y en a plusieurs centaines voire milliers, alors qu'aujourd'hui c'est les touristes qui habitent dans les logements. Et donc encore une fois, en bout de chaîne, ça génère des phénomènes de sans-abrisme dans certains territoires touristiques. Donc récemment par exemple, on a vu des infirmières du centre hospitalier du Pays Basque qui étaient obligées de dormir dans leur voiture, et c'est un exemple parmi d'autres. Et donc en fait, cette attractivité touristique, elle finit par se retourner contre les habitants, mais aussi paradoxalement contre les territoires. Donc on voit des territoires qui sont très attractifs, mais qui perdent de la population, dans lesquels les services publics, les entreprises et les commerces ferment, dans lesquels la population vieillit. Et une autre problématique dont on parle moins, dont on a un petit peu parlé en début de conférence, c'est la problématique écologique. Donc posséder plusieurs logements, ça a plusieurs résidences, ça consomme du foncier, donc ça génère des besoins nouveaux en construction. Sauf que la construction aujourd'hui, c'est le premier facteur d'artificialisation des sols en France, et c'est aussi un des premiers facteurs d'émissions de carbone. Donc aujourd'hui, il y a 7 millions de logements inoccupés en France si on englobe les résidences secondaires et les logements vacants. Et donc ça représente environ 25 ans de construction au rythme actuel. Donc théoriquement, si on occupait ces logements, on n'aurait plus besoin de construire de logements pendant 25 ans. C'est théorique, mais ça donne une ampleur du phénomène. Et donc cette question des résidences secondaires, elle dépasse le simple cadre du logement. Et donc dans certains territoires, notamment au Pays Basque où je travaille, on voit des corps de ferme avec des hectares de terres agricoles qui sont achetés pour de la villégiature. Et donc les jeunes exploitants agricoles qui ne peuvent plus s'installer parce que les prix du foncier explosent. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la question du droit au logement, elle rejoint celle de la défense des terres agricoles. Et donc ça pose la question de la soutenabilité écologique et sociale de posséder plusieurs résidences là où certains n'arrivent pas à en avoir une. Donc rapidement, parmi les autres effets du développement des résidences secondaires, ça génère aussi des inégalités intergénérationnelles dont on a un petit peu parlé. Donc aujourd'hui, les 2/3 des propriétaires de résidences secondaires, ils sont âgés de 60 ans et plus. Donc ils accumulent un patrimoine immobilier quand en retour, les jeunes n'arrivent plus à accéder au logement et restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Donc il y avait une étude, il me semble, de la Fondation pour le logement qui est parue il y a quelques mois, il y a quelques années, sur le phénomène des tanguis. Donc les jeunes qui décohabitent pas, qui restent chez leurs parents. Et visiblement, c'est un phénomène qui augmente de plus en plus en France. Et cette question des résidences secondaires, elle peut aussi générer des tensions dans certains territoires qui ont des fortes racines socio-culturelles. Donc on peut penser à la Corse, à la Bretagne ou au Pays Basque, où ça génère une sensation de spoliation quand il y a des habitants qui vivent depuis des générations et des générations dans un territoire où ils ont leurs attaches culturelles. Et ça génère une sensation de spoliation et ça peut raviver des conflits et des luttes autonomistes. Donc tous ces déséquilibres que j'ai évoqués un peu rapidement, il pose la question de la régulation du phénomène. Donc ces dernières années, on a beaucoup parlé de la régulation d'Airbnb, à juste titre, mais il faut savoir qu'Airbnb, c'est seulement une des facettes du phénomène. Donc aujourd'hui, il y a environ 1 million de logements en location de courte durée en France, et il y a plus de 3,5 millions de résidences secondaires. Donc Airbnb a un peu accaparé l'attention politico-médiatique. Je ne vais pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est un phénomène qui est évidemment très important, mais il y a quand même une grande majorité des logements, des résidences secondaires qui sont à l'usage exclusif de leurs propriétaires et qui ne sont pas loués sur les plateformes de courte durée. Et ces logements-là, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de régulation. Et donc cette régulation, elle fait l'objet de beaucoup de débats. Et donc je ne vais pas revenir en détail sur tous les mécanismes dont on parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, une des seules mesures de régulation qui est appliquée, c'est une mesure fiscale qui consiste à majorer la taxe d'habitation des résidences secondaires.
Et donc le problème de cette taxe, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est beaucoup trop faible pour être dissuasive auprès de ménages qui sont majoritairement aisés, comme on l'a dit. Et surtout, elle n'est pas progressive. C'est-à-dire qu'elle touche de la même façon les ménages riches et les ménages les plus modestes, parce qu'il y a aussi des ménages modestes qui potentiellement peuvent hériter de résidences secondaires. Et donc ça pourrait potentiellement contribuer à encore plus polariser ce patrimoine immobilier au sein des ménages les plus aisés. Donc, pour vraiment réguler le phénomène, il y a des réflexions qui portent sur des mesures coercitives. Donc, par exemple, imposer des quotas de résidences secondaires par commune, comme ça se fait dans d'autres pays, voire le fait de soumettre la création d'une résidence secondaire à des autorisations municipales, comme ça se fait aujourd'hui pour Airbnb. Mais le problème de ces mesures coercitives et la raison pour laquelle elles ont tant de mal à émerger, c'est qu'elles sont souvent jugées contraires au fameux droit de propriété dont on a parlé, donc qui est présenté dans la Constitution comme sacré et inviolable. Et donc cette question du droit de propriété, elle est très importante quand on parle de l'habitat. Il suffit d'écouter les débats à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'on parle d'une régulation des marchés du logement, l'argument principal, voire même le seul argument des opposants, c'est que ça constitue une atteinte au droit de propriété. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas une contradiction, parce que dans la Constitution, on nous dit aussi que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc avec le développement des résidences secondaires notamment, on voit clairement que le droit de propriété des uns se fait au détriment de celui des autres. Et donc on peut légitimement penser que dans certains territoires où il y a une pénurie de logements, les logements existants ils doivent être destinés à loger les populations et non pas les touristes. Et donc si on considère que cette régulation elle porte atteinte à la propriété, ce qui est discutable, en tout cas cette atteinte elle est justifiée a priori par un motif d'intérêt général. Donc pour conclure, cette question des résidences secondaires, donc, elle pose en creux la question de la place de la propriété dans la société et elle impose un arbitrage public entre le droit de propriété et le droit au logement. Et donc malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas réellement de mécanisme de régulation sur les résidences secondaires et ce sera probablement un enjeu à venir, notamment lors des prochaines élections municipales. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien de nous avoir expliqué ça et d'avoir rappelé qu'il faudrait peut-être mettre des limites au droit de propriété quand une grande partie du pays est mal logé justement. Et à ce propos, Pierre, toi tu vas nous présenter, c'est toi qui as la lourde tâche de présenter quelles alternatives d'usage d'habitation, que ce soit de la propriété ou pas de la propriété d'ailleurs, on pourrait mettre en place pour sortir de ce modèle. Alors, merci beaucoup. Et avant toute chose aussi, je remercie les autres intervenants et intervenantes parce que j'ai déjà moi appris beaucoup de choses aujourd'hui et c'est chouette. Voilà, merci. Je vais un tout petit peu décevoir vos attentes, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis chercheur au départ en géographie, c'est-à-dire que je suis très spécialiste de tous les problèmes. Par contre, je ne suis pas très fort pour arriver à trouver des solutions. Voilà, donc j'ai évidemment quelques pistes, mais je suis surtout là pour torpiller les fausses solutions. Donc moi je suis chercheur en géographie, je suis spécialiste de la production de logements et c'est en fait mon point d'attaque pour aujourd'hui. Parce que une des solutions généralement mises en évidence par les politiques néolibérales lorsqu'on parle d'inabordabilité du logement, c'est de répondre, on n'a qu'à laisser le marché faire et pour ça construire plus. Et construire plus, c'est assez tentant comme solution parce que c'est un levier actionnable à l'échelle municipale. Alors un petit peu moins avec l'objectif de zéro artificialisation nette, mais on peut ouvrir des nouveaux terrains à la construction. Et on peut essayer de choisir les opérateurs qui vont réaliser ça. Et donc ici, ce que je me propose dans cette présentation, c'est de montrer que cette apparente solution n'en est pas vraiment une. Tout d'abord parce que la production de logements représente à peu près 1% du stock existant et que donc ça va lentement. La deuxième est que, comme Julien l'a souligné, en fait, les logements vacants et les résidences secondaires, si on les réquisitionnait, on n'aurait pas besoin de produire pendant 25 ans à peu près. Et le troisième élément que je vais davantage développer est qu'il est à peu près impossible de produire des logements neufs pas chers dans les zones qui sont actuellement inabordables. Et ce, en raison d'un type de propriété dont on n'a pas encore parlé, qui est la propriété foncière.
Et donc ma présentation, si elle devait avoir un titre, serait le suivant, la propriété foncière comme obstacle au logement abordable. Donc premier point que je vais un petit peu développer, c'est le fait que cette propriété foncière en fait avantage ou donne les conditions de la suprématie d'un certain mode de production du logement, qui est le mode de production capitaliste du logement, à savoir la promotion résidentielle privée. Alors comment ça se passe ? Eh bien, il y a en France essentiellement 3 façons de produire le logement qui correspondent à 3 formes de maîtrise d'ouvrage. Et chacune de ces formes de maîtrise d'ouvrage est associée à un pouvoir d'achat de terrains constructibles. Par terrain constructible, je veux à la fois parler des terrains vierges sur lesquels on a le droit de construire, ou des maisons par exemple que l'on va acheter pour les raser, les remplacer par 2 maisons, 3 maisons, un petit immeuble, un grand immeuble. Le premier mode de maîtrise d'ouvrage, ce sont donc les ménages, les particuliers comme vous et moi, qui allons construire pour y habiter. Lorsqu'on est un particulier, on n'a pas d'impératif de rentabilité à la production de logement, puisqu'on construit pour soi-même. Et donc nos capacités à acheter un logement dépendent de notre revenu, de notre patrimoine et concrètement de l'argent que nous offrira la banque sous forme de prêt ou de notre héritage. Les 2 autres modes de maîtrise d'ouvrage sont ce qu'on appelle les opérateurs. Il y en a 2, sont les bailleurs sociaux d'une part, les promoteurs immobiliers de l'autre. Le point commun des 2 opérateurs, c'est que leur capacité à acheter des terrains constructibles est conditionnée à la rentabilité anticipée de leurs opérations. Les bailleurs sociaux, comme les promoteurs, fonctionnent à peu près de la même façon. Lorsque ces opérateurs donc, ont trouvé un terrain à construire, ils vont calculer ce que va leur rapporter cette opération. Ils vont ensuite y soustraire l'ensemble des coûts dits incompressibles, le coût de construction par exemple, à ces recettes espérées. Et ce qui va rester à la fin, c'est la somme qui pourra être allouée à l'achat du terrain en question. Alors chez les bailleurs sociaux, les recettes, eh bien, ce sont les loyers, anticipés sur une période assez longue, de l'ordre de 40 ou 50 ans. Les coûts, ce sont bien sûr les coûts de construction, le remboursement du prêt de la Caisse des dépôts, les coûts de gestion locative, etc. Pour les promoteurs, les recettes, c'est l'argent tiré de la vente des logements ainsi produits. Et les coûts, ce sont à nouveau d'ailleurs les coûts de construction, le remboursement des prêts aux banques privées, le remboursement des crédits accordés par les investisseurs privés, etc. Au final, donc, les particuliers représentent à peu près 1/4 de la production de logements en France chaque année. Les bailleurs sociaux, à peu près 10%, les promoteurs, les 2/3. Sauf que ces 3 proportions varient selon les terrains. Parce que, étant donné les modèles économiques que je viens de vous décrire, les promoteurs disposent d'un avantage compétitif énorme sur tous les terrains chers. Parce que sur tous les terrains où le logement se vend cher, les promoteurs arrivent à proposer des prix pour acheter les terrains très supérieurs à ce que peuvent proposer par exemple les bailleurs sociaux et, à plus forte raison, les particuliers. Résultat, dans les communes de centres urbains denses, les promoteurs assurent non pas les 2/3 de la production de logements comme c'est le cas en moyenne en France, mais 85%. Les bailleurs sociaux 10%, les particuliers 5%. Alors vous allez me dire, oui, mais sauf que moi, dans ma commune, par exemple, je sais pas, Paris, Clermont, enfin la plupart des grands centres urbains denses, on construit plus, les logements sociaux neufs représentent plus de 10% de la production totale. Et ça vient d'un dispositif qui s'appelle la VEFA HLM, pour vente en état futur d'achèvement de logements sociaux. C'est un dispositif par lequel les promoteurs vendent une partie de leur logement à des bailleurs sociaux à des prix plafonnés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les centres urbains denses, la grande majorité des logements sociaux neufs produits le sont en fait par des promoteurs, donc par des agents capitalistes. Donc voilà, ce que je viens là déjà de vous montrer dans le premier temps, c'est que la propriété foncière, donc par la concurrence que se livrent les opérateurs, tourne à l'avantage de modes capitalistes de production de logements dans les zones chères. Deuxième point, ce mode de production capitaliste tourne lui-même au désavantage de l'abordabilité du logement. Concrètement, la promotion, quel que soit le volume de logements que les promoteurs produisent, va conduire à l'augmentation des prix et va produire plus de logements inabordables. Pourquoi ? À nouveau, en raison de la concurrence pour l'accès au terrain. En fait, un promoteur, lorsqu'il cherche à construire un logement, il doit emporter des enchères.
C'est-à-dire que lorsqu'un logement ouvre à la construction, par exemple à Clermont-Ferrand, vous avez 30 promoteurs, ou peut-être pas 30, au moins 20, qui vont sauter sur ce terrain-là et qui vont aller démarcher le propriétaire pour obtenir de sa part une vente. Alors comment un promoteur l'emporte sur ses concurrents, sachant qu'ils ont tous à peu près le même modèle économique ? Il y a plein de façons de faire. Il y en a deux auxquelles je vais me limiter. La première que je vais mentionner, la deuxième que je vais développer. La première donc, il s'agit de, par exemple, rogner les coûts de construction davantage que les concurrents. Ça, s'il y a des personnes architectes dans la salle qui ont travaillé avec des promoteurs, vous savez probablement ce que c'est. Et pour les autres, vous avez sans doute noté un cas assez important d'obsolescence du bâti quasiment neuf. À Bordeaux, j'ai des tonnes d'exemples. En région parisienne, il y en a tout un tas aussi, de logements qui, 3 ans après leur inauguration, ont des balcons qui s'effondrent, des ascenseurs qui se décrochent, des trous d'humidité dans les murs, etc. Deuxième possibilité, si vous avez déjà rogné au maximum vos coûts de construction, vous pouvez faire le pari que vous allez vendre vos logements plus cher que vos concurrents. Et donc là, vous faites le pari de l'inflation immobilière. Et plus vous avez de concurrents qui vont donc viser le même terrain que vous, plus vous allez avoir intérêt à faire ce pari de l'inflation immobilière. Et donc, par ce phénomène-là, plus lorsque vous êtes, je ne sais pas, maire d'une ville, plus vous allez ouvrir de terrain à l'urbanisation, plus vous allez avoir de promoteurs qui vont s'intéresser à vos terrains, et plus en réalité, les terrains qui vont être construits vont donner lieu à des logements de plus en plus chers. Ça s'observe à Bordeaux, ça s'observe à Clermont-Ferrand, ça s'observe à Angers, ça s'observe en fait un peu partout. Donc, fin du deuxième point, la propriété foncière favorise donc la production capitaliste de logements et qui est une production inabordable. Alors du coup, comment on peut faire ? Première solution, on se dit, eh bien écoutez, on n'a qu'à refuser ou vraiment mettre le plus possible de bâtons dans les roues aux promoteurs immobiliers pour construire dans les grands centres urbains. Oui, mais les premiers opposants que vous risquez de trouver sont les bailleurs sociaux. Pourquoi ? En raison du mécanisme que j'ai cité de la VFA HLM, par lequel à peu près 70-80% des logements sociaux neufs sont en fait produits par les promoteurs immobiliers. Pourquoi ? Parce que les bailleurs sociaux ne sont pas capables de payer assez cher les terrains aux propriétaires fonciers dans les zones chères. Donc si vous dites « je ne veux plus de promoteurs immobiliers », et ça s'est vu par exemple suite aux dernières élections municipales en 2020, vous avez des villes comme Lyon, Nantes par exemple, où les nouvelles majorités ont commencé vraiment à être assez claires en disant « nous on veut plus de promoteurs chez nous dans les permis de construire, on veut des bailleurs sociaux, on veut produire du logement social ». Et bien ce sont les bailleurs sociaux qui sont allés voir les équipes municipales, alors pas tous les bailleurs sociaux, qui sont allés voir les équipes municipales en disant « non, faut que vous redonniez à nouveau des permis de construire aux promoteurs », pour qu'ils fassent tourner leur modèle capitaliste, pour qu'on puisse leur acheter des logements sociaux en VFA. Donc cette solution-là ne fonctionne pas forcément bien. Deuxième solution possible, j'en viens aux nouvelles formes de propriété. Depuis 2015 existe une nouvelle façon d'accéder au logement qui s'appelle le bail réel solidaire, BRS. Alors le bail réel solidaire a été crédité d'être une nouvelle forme de propriété immobilière. Alors, pour le dire de façon un peu simplifiée, s'il y a des juristes dans la salle, ils ou elles penseront que c'est un peu grossier comme présentation, mais au moins c'est un peu plus clair. Le bail réel solidaire peut se présenter comme une forme de dissociation entre le foncier, donc le terrain, et le bâti. Lorsque vous êtes un particulier et que vous achetez en BRS, on considère que vous allez acheter le bâti. En fait, vous allez acheter les murs, vous allez acheter votre toit, mais vous n'allez pas devenir propriétaire de votre terrain. Votre terrain va rester la propriété d'un organisme qui s'appelle un organisme de foncier solidaire, OFS, auquel vous allez payer une redevance foncière pour la durée pendant laquelle vous allez occuper votre logement dont vous êtes le propriétaire. Cette dissociation, elle présente un certain nombre d'avantages. Le premier est qu'elle permet d'accéder à la propriété à un taux avantageux. On estime qu'en BRS, vous allez payer votre logement entre 15 et 40% moins cher que ce que vous auriez payé sur le marché traditionnel. En contrepartie de ça, vous devez respecter des clauses antispéculatives. C'est-à-dire que lorsque vous avez acquis votre logement en BRS, vous ne pouvez pas le revendre plus cher que le prix auquel vous l'avez acheté, moyennant une sorte de taux d'actualisation indexé sur l'inflation. Mais globalement, vous n'allez pas vraiment faire de plus-value immobilière sur votre bien.
Et vous devez aussi respecter un plafond de revenus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner plus d'un certain montant par an. Ces montants-là, ces plafonds, sont variables selon les OFS et donc aussi selon les villes. Je précise aussi que les OFS peuvent être de statuts assez divers. La plupart des OFS sont des bailleurs sociaux, enfin des filiales de bailleurs sociaux. Une autre grande partie des OFS sont des sociétés créées par les collectivités elles-mêmes. La foncière du Grand Lyon, par exemple, vous avez la même chose à Paris, sur la Plaine, etc. Et la dernière partie sont des associations, parfois créées par des promoteurs immobiliers. Donc l'OFS, aujourd'hui, voilà, quand je disais qu'il a le vent en poupe, c'est que maintenant, c'est à peu près 7% des logements commercialisés neufs chaque année qui sont vendus en BRS. Donc c'est à peu près 3% du nombre total de logements produits chaque année, et 7% donc, du nombre de logements commercialisés, donc vendus. Sauf que y a deux grandes séries de limites à cette nouvelle forme de propriété que constitue le BRS. La première, c'est celle de sa relativement faible, ou disons insuffisante, inclusivité sociale. Donc j'ai dit que le BRS permettait d'acheter un logement 15 à 40% moins cher que sur le marché normal, ce qui en fait correspond à peu près au prix qu'on observait dans la plupart des grandes villes au début des années 2010. Année à laquelle en fait la question de l'inabordabilité du logement se posait déjà. Donc c'est pas parce que c'est moins cher que ce n'est pas cher. Deuxième chose, selon les OFS et selon les villes, il peut y avoir des formes de contradiction entre les plafonds de revenus qui vous permettent d'accéder au dispositif et le prix des logements en BRS. Je prends un exemple assez concret à Paris. En BRS, un T2, donc un logement de 2 pièces, c'est-à-dire d'à peu près 45 mètres carrés, 40-45 mètres carrés, en BRS, vous l'achetez à peu près 250 000 euros. Un T3, donc de entre 60 et 65 mètres carrés, vous l'achetez 325 000 euros, à peu près. Les plafonds de revenus sont pour un ménage de 2 personnes de 56 000 euros par an. Concrètement, à 56 000 euros par an, vous pouvez emprunter un peu moins de 200 000 euros. Donc comment vous faites pour acheter un T3 à 325 000 euros ? Eh ben, la réponse, c'est que les OFS à Paris sont a priori un dispositif assez favorable aux héritiers et héritières en début de carrière. Vous devez avoir un héritage, vous devez avoir un certain apport. À nouveau, c'est assez variable selon les villes, et donc ça dépend vraiment de la façon dont est construit le dispositif. Dernière chose aussi qui peut poser un peu problème, le niveau de la redevance locative. Donc je disais tout à l'heure que vous devez payer à l'OFS un certain montant pour avoir le droit d'habiter votre logement. Les redevances sont également variables selon la ville, selon le territoire, selon l'OFS. À Rennes, par exemple, sur 25 ans, ça représente à peu près 4 500 euros que vous allez payer à l'OFS de la ville de Rennes pour un logement de 100 mètres carrés. 4 500 sur 25 ans, ça va. À Paris, c'est 75 000. Voilà. Donc, et si vous ne payez pas cette redevance, le BRS est susceptible d'être suspendu. Donc, premier souci du BRS, inclusivité sociale relative. Deuxième souci, et j'en terminerai là-dessus, le BRS ne règle pas le problème de la propriété foncière et de la spéculation foncière. En fait, ce qui permet au modèle OFS-BRS de se multiplier ces derniers temps, c'est justement sa très forte compétitivité sur les marchés fonciers. Concrètement, les OFS sont en mesure de proposer des prix d'achat des terrains constructibles compétitifs avec ce que font les promoteurs. Alors on peut se dire, c'est bien parce que ça permet à l'OFS d'exister, mais première chose, ça entretient des concurrences entre BRS qui sont une des explications au fait que les logements en BRS continuent d'être chers et que la redevance locative derrière ça, la redevance foncière, est chère. Deuxième chose, ça maintient la logique d'exclusion des bailleurs sociaux en maîtrise d'ouvrage directe que j'évoquais pour le cas des promoteurs. Et troisième chose, ça aide les propriétaires fonciers à s'enrichir. Donc le modèle du BRS est une sorte disons pas forcément de mauvaise solution, mais en tout cas de dispositif à prendre avec des pincettes et à ne pas ériger comme solution globale et absolue, disons, au problème de l'inabordabilité. Voilà, donc je pense que les solutions sont davantage à chercher, alors pas forcément à l'échelle municipale en fait, sur lesquelles les leviers sont finalement pas toujours si évidents que ça. À l'échelle nationale, il y a eu une proposition
du groupe communiste au Sénat sur l'encadrement des prix fonciers en région Île-de-France, qui fait partie par exemple des solutions de court terme assez rapidement applicables qui peuvent déjà constituer en fait une aide pour sortir de ce genre de situation. Et puis voilà, il y a jusque dans les années 70, même les gaullistes étaient pour une municipalisation du foncier constructible, avec un problème qui est qu'en cas de municipalisation, il faudra penser à se doter d'un certain nombre de garde-fous pour éviter l'artificialisation des sols. Enfin, voilà. Mais il y a tout un tas de leviers qui sont utilisables. Il y a évidemment aussi le projet de sécurité sociale du logement, mais ça, je ne peux pas en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Alors, il est 16h47. Il y en a qui ont un peu dépassé leur temps, mais je dénoncerai personne. Mais je vous remercie en tout cas toutes et tous pour la qualité de vos interventions. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire tourner le micro. On va prendre peut-être 2-3 questions, remarques. On essaye que ce soit paritaire, évidemment. Et ensuite on fera des réponses globales, hein, parce qu'après on doit laisser l'attente pour la prochaine conférence. Voilà. Oui, bonsoir, bonjour encore. Je voulais revenir sur une proposition que j'avais sollicitée à la Fondation pour le logement. À l'époque, j'avais une surface de 23 mètres carrés à vendre sur Paris, où je ne voulais pas ni spéculation, ni quoi que ce soit. Et c'est Emmanuel Domergue, à l'époque, qui m'avait orienté vers la Solidarité Nouvelle pour le logement, qui est une fondation aussi, je pense, hein, qui achète du logement pour le louer de façon sociale. Donc je trouvais que c'était quand même très intéressant. Alors je suggère à la Fondation de faire beaucoup plus la publicité de ce système qui n'a pas pu aboutir pour moi par manque de disponibilité de la CNL, justement, et qui ne m'ont jamais rappelé au message que j'avais laissé. Bon, j'ai vendu à un petit artisan, ok, c'est fait quand même. Bon, alors ça, les fondations achètent pour louer, mais il y a aussi les communes qui peuvent réquisitionner des logements à la vente au prix du marché et le louer ensuite à un prix social. Voilà, c'est tout. Oui, bonjour, je me présente, je suis Jean-François, j'habite à Orly et j'ai été 10 ans président du conseil syndical de copropriété, d'une copropriété dite en difficulté. Je voulais simplement mettre une dimension, disons, propriétaire et copropriétaire. En fait, parce que je comprends que des gens aient hué en disant oh, les méchants propriétaires. Bon, sauf que des copropriétés en difficulté, fragilisées, il y en a 100 000 en France. J'ai noté que ça faisait 1,2 million de logements de résidents, dans les résidences dites en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résidents dépendent des syndics. Et les syndics, en général, des fois, maintenant, avec la loi Allure qui réduit la voilure sur le nombre de syndics, en fait, la concurrence est de moins en moins probante. Et donc, en fait, les résidents sont donc dépendantes des syndics pour l'entretien du bâti. Ça entraîne quoi? Ça entraîne que les parties communes n'étant pas entretenues, vous pouvez avoir des balcons fragilisés, donc avec le danger que ça comporte. Et en fait, du coup, ça baisse le prix du bâtiment, du logement, du mètre carré, et ça attire aussi les marchands de sommeil, les copropriétés en difficulté. Donc en fait, il y a aussi une prise en compte. Moi, je peux vous garantir et témoigner, je ne vais pas faire 2 heures parce que je ne vais pas étendre la question, qu'il y a des copropriétaires qui, se laissant déborder par les charges, sont dans du mal logement. Quand un syndic ne peut plus entretenir une résidence et que des copropriétaires en arrivent à devoir, de mémoire, je crois que ça a été jusqu'à 24 000 € de retard de charge, parce que les retards de charge, c'est pas juste je ne paye pas mes charges. Si je ne paye pas mes charges, j'ai des frais liés à mes charges. Et résultat, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a aussi des copropriétaires qui sont expropriés, parce que la loi permet, quand ils ne payent pas leurs charges, de faire la saisie-vente de leurs biens. C'est vente à la bougie, et la vente à la bougie, je n'en rentrerai pas, mais c'est aussi les marchands de sommeil, parce que ceux qui peuvent acheter, c'est ceux qui ont un peu d'assises financières.
Donc en fait, je vais simplement dire la dimension, c'est qu'il faut aussi aider les copropriétés à pas rentrer dans le système capitaliste, parce que c'est pas, il y a des gens qui achètent des appartements et qui, comme on dit, on a un emprunt et qui veulent alors faire un petit héritage à leurs enfants. Comme on dit, pour être pour propriétaire, il faut un petit héritage. Et le problème, c'est qu'il finalement non, parce que la résidence est en grande difficulté. Excusez-moi, merci de m'avoir écouté. Oui, bonjour. Je voulais parler, moi, de la question des logements surpeuplés et sous-peuplés. En fait, quand on regarde les chiffres en France, et même dans les grandes agglomérations, on voit qu'il y a beaucoup de logements qui sont sous-peuplés ou en grand sous-peuplement, donc où il y a 3 pièces ou plus qui sont inoccupées. Et voilà, je voulais savoir comment, par exemple, se positionne la France Insoumise par rapport à ça. Est-ce qu'on a des solutions pour essayer de rééquilibrer un peu les logements, pour essayer de faire que les logements surpeuplés, qui sont moins nombreux que les logements sous-peuplés, puissent se résorber de cette manière aussi. Voilà, merci. Oui, bonjour. Merci. Non, mais c'est aussi réfléchir à la propriété publique, mais vous l'abordiez un petit peu. Aussi se prémunir en fait de ce qu'elle peut devenir. Je rebondis aussi sur monsieur et les copropriétés dégradées. On connaît aussi certaines stratégies de communes ou d'intercommunalités, enfin peu importe, de propriétaires publics qui peuvent avoir aussi pour stratégie la dégradation de certaines copropriétés, pour exclure certaines populations de certaines villes. Donc j'entends que le penseur du 19e dont vous parlez a déjà un peu réfléchi à ça, faire en sorte que ce soit dans les mains des personnes qui les utilisent, personnes publiques comprises. Mais voilà, faire attention quand même à la propriété publique aussi, se méfier en fait du propriétaire quel qu'il soit. Voilà. Moi, je voulais juste parler de la question des imaginaires de l'habiter. On a beaucoup parlé de la question de la propriété comme d'habiter individuel ou en tout cas d'une unité familiale. Est-ce que dans cette réponse au sous-peuplement, on ne peut pas aussi essayer d'imaginer d'autres manières d'habiter, intergénérationnelles notamment? On a une grande question de la solitude. On a beaucoup de personnes âgées, de plus de 60 ans notamment, qui vivent seules et qui souffrent de cette solitude-là. Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi lutter à cet endroit-là, et quelles sont les solutions au-delà de l'habitat intergénérationnel que vous avez en tête? Ouais, du coup, on est un peu pris par le temps. Je suis vraiment désolé, donc je vais pas pouvoir faire, en tout cas pour ma part, une réponse aussi développée que j'aimerais. Et je vous invite après la conférence, si vous voulez interroger nos intervenants, à venir ici, parce qu'ensuite on doit laisser l'attente. Mais il y a eu des choses qui ont été dites sur la question des copropriétés, de l'imaginaire par rapport au mode d'habiter, au logement. En tout cas, nous, on tenait à faire cette conférence sur la question du logement avec la facette de la propriété. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait depuis des années, à raison, c'est qu'on prend toujours la problématique par la question notamment du monde HLM. Du monde HLM, du logement public, et il faut le faire. Et moi, je viens d'une tradition militante, j'étais 10 ans militant au droit au logement, où on prenait la question par cet angle-là en disant, et on le répète, qu'il faut davantage de logements publics. C'est aussi une manière de répondre à la question des logements surpeuplés, sous-peuplés. C'est qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes, je prends à Toulouse par exemple, sur ce qu'on appelle les mutations, où il y a des gens qui vivent dans des logements qui sont trop grands pour eux, et d'autres dans des logements qui sont trop petits pour eux, mais comme il n'y a pas assez d'offres, et on ne peut pas faire les transitions vers l'un ou l'autre logement, sans compter l'accessibilité du logement public qui ne l'est pas pour la majorité des gens qui pourtant en ont besoin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un nombre record de 2,6 millions de ménages qui attendent un logement public. Une fois que ça s'est posé et que c'est dit et que c'est dans notre programme et que c'est un objectif d'en construire et d'en rénover davantage, on se retrouve, nous, militants pour le logement, face à une contradiction. C'est que beaucoup de personnes, on va leur dire ouais, mais nous ce qu'on veut c'est construire du logement public de qualité, mais dans l'imaginaire on va avoir oui mais moi le logement public soit j'y suis, soit j'y étais, moi mon vrai rêve c'est de devenir propriétaire.
Et parce qu'il y a des conditions à ça dans lesquelles on évolue, qui font que ça a été dit sur la question de l'héritage, surtout en période de crise, on va se réfugier vers la pierre et se dire au moins j'aurai quelque chose à léguer à mes enfants ou à mes petits-enfants, j'aurai une maison, un appartement, que sais-je. Et donc on a cette contradiction face à laquelle on est. Et finalement, la réflexion qu'on a eue avec Antoine en rencontrant et en lisant le livre de Mélanie, c'est de dire comment on peut faire du judo avec ce fait qu'en fait, il y a une concentration de la propriété immobilière et que c'est totalement contradictoire avec l'injonction qu'il y a à dire aux gens « devenez petits propriétaires ». Et donc on a commencé à réfléchir sur cette proposition de loi en se disant, bon, il faut qu'on déconcentre la propriété immobilière. Il y a la question du foncier, tu as bien fait d'en parler, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on travaille à l'Assemblée pour voir ce qu'on peut faire. Et de dire, en gros, si vous voulez devenir petit propriétaire, si vous n'y parvenez pas, c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui concentrent la propriété. Et donc, si on ne s'en prend pas à ce problème-là, on ne déconcentre pas le fait que, éventuellement, si c'est vraiment votre modèle auquel vous tenez, vous puissiez devenir petit propriétaire. Et donc, c'est prendre la question en tordant le bras un petit peu à ce qui a été donné comme une injonction au départ. Et c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler dans les semaines, les mois à venir. Et en tout cas, le nombre de personnes qui se sont arrêtées, qui ne sont pas toutes multipropriétaires, contrairement à ce que je disais au début dans cette conférence, et le nombre de personnes qui voulaient intervenir montre qu'il y a une appétence pour ce sujet-là et que c'est considéré comme un sujet central de répartition aussi des richesses et de faire justement une société qui soit plus juste et plus égalitaire et où chacun puisse avoir accès à ce droit humain qui est essentiel, celui d'avoir un toit sur la tête. Voilà. Je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous voulez venir échanger avec Mélanie, Éléonore, Pierre et Julien.